Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez commencé à préparer le grand oral du CRFPA, je vais vous donner deux exercices qui, j'espère, vont vous aider à mieux appréhender cet exercice, à développer votre maîtrise de l'expression orale, de l'argumentation, pour réussir à vous sortir de cette difficulté qu'est le grand oral, notamment par rapport à la partie de l'entretien qui requiert beaucoup de spontanéité et de capacité d'improvisation, de construction d'une réponse complexe en improvisation. Dans les deux exercices que je vais vous donner à faire, il y en a un que vous pourrez utiliser à chaque fois que vous terminerez un chapitre de votre manuel de cours et un autre que vous pourrez utiliser au quotidien. Ça vous prend entre 5 et 15 minutes en fonction de comment vous voulez le faire, si vous le faites seul ou à plusieurs. Mais celui-là vous permettra véritablement de développer votre argumentation spontanée. Afin de comprendre l'intérêt de ces deux exercices, il faut d'abord se rappeler les attendus du grand oral. Ces attendus sont décrits dans les textes officiels. On sait que vous serez évalué sur un programme qui consiste à parler de protection des droits et des libertés fondamentales et qu'il faudra également discuter grâce à votre culture juridique. On sait également qu'il y a 4 types de critères posés par les textes pour votre évaluation au grand oral. Ces 4 critères, ce sont la maîtrise du programme de la protection des droits et des libertés fondamentales, votre capacité à développer un petit peu des questions de culture juridique, votre capacité à vous exprimer oralement et à argumenter juridiquement. Vous l'avez donc compris, j'ai déjà dit dans certaines vidéos, ce n'est pas un exercice où vous devrez réciter un cours. Ça ne sert donc à rien de chercher à apprendre vos manuels de cours par cœur pour essayer de tenter de réciter un chapitre du cours qui tomberait le jour J. En effet, pour ceux qui se sont déjà un petit peu entraînés, vous savez que les sujets qui tombent sont toujours un petit peu transversaux. En réalité, voyez votre cours comme une boîte à outils et le jour J, on vous demandera de mobiliser différents outils, donc différents chapitres de votre cours pour réussir à résoudre un sujet grâce à une structure qui mettra en évidence votre capacité à argumenter juridiquement pour soutenir une thèse en particulier. Dès lors, il est également important de se rappeler que l'examen du grand oral est un examen qui se découpe en 2 parties. La partie minoritaire et la partie dédiée à l'exposé-discussion, celle où vous pourrez, si vraiment c'est votre stratégie, réciter un maximum de votre cours. Et la deuxième partie, elle occupe les 2/3 de l'épreuve et qui consiste en un entretien avec un jury. Cet entretien consiste à vous poser des questions auxquelles vous devrez répondre spontanément. Là, vous n'avez plus votre brouillon, vous n'avez rien préparé, vous êtes seul face à vous-même et vous devez donc être capable de vous exprimer à l'oral et d'argumenter juridiquement sans avoir un temps de préparation au préalable. Pour réussir à faire ça, rien ne vaut mieux que de s'entraîner encore et encore, d'où l'intérêt de ces 2 exercices que je vous propose. Le premier exercice part d'un postulat simple, c'est que dans vos énormes fascicules de cours, vous avez beaucoup de droits, beaucoup de libertés fondamentales qui sont énumérées. Or, vous ne pouvez pas tout apprendre par cœur. C'est très facile de se rappeler de tout, ou presque, quand on a compris la logique globale de protection des droits et des libertés fondamentales, parce que cette logique globale s'applique ensuite au cas par cas, en fonction des histoires de chaque consécration, bien sûr, et du degré de protection, si je puis dire, pour chaque droit et chaque liberté fondamentale. En général, chaque structure de cours est faite de telle sorte à d'abord exposer quelques éléments historiques pour vous permettre de comprendre le contexte dans lequel on a consacré un droit, consacrer une liberté fondamentale, et en vous rappelant de ce contexte historique, vous allez pouvoir vous rappeler des enjeux et donc forcément vous rappeler du régime juridique, tant de la consécration que du régime de protection qui ont été posés pour protéger ce droit ou cette liberté fondamentale. Et donc, chronologiquement, vos cours et vos raisonnements doivent souvent être structurés de telle sorte à commencer par l'histoire, le contexte, puis on en arrive à la question de la consécration du droit ou de la liberté fondamentale, c'est-à-dire par quel texte est-ce qu'on l'a consacré et quelle est la juridiction ou quelle est l'institution qui va veiller à sa protection, avant d'enchaîner ensuite sur le régime juridique qui va permettre de rappeler à votre jury que tel droit ou telle liberté fondamentale, certes est fondamentale, mais n'est pas absolue. Elle peut donc admettre des dérogations selon certaines modalités et cette ingérence dans le droit ou dans la liberté doit bien sûr toujours être
proportionnée. À vous donc de savoir comment placer le curseur et à vous d'expliquer au jury comment est-ce qu'on joue avec ce curseur. Et donc, premier exercice que je vous donne, c'est une fois que vous avez terminé un chapitre, plutôt que de vous fatiguer à faire une fiche de révision ou à chercher à réciter par cœur ce chapitre, essayez de prendre la parole entre 3 et 5 minutes sur ce chapitre et pendant ces 3 à 5 minutes, vous essayez de restituer la substance du chapitre en partant de l'histoire, en passant par le texte qui consacre le droit à la liberté fondamentale dont vous parlez, puis les juridictions ou instances qui protègent ce droit ou cette liberté fondamentale, avant d'enchaîner sur les cas dans lesquels on peut y déroger et les modalités avec lesquelles on peut y déroger. Et si vous arrivez à chaque fois à vous faire cet exercice, vous allez constater les points communs entre tous les droits et toutes les libertés fondamentales dont vous parlerez, ce qui va venir créer une forme d'habitude et qui vous facilitera largement la capacité à prendre la parole le jour J. Et puis bien sûr, ça vous permettra également de mettre le doigt sur les particularités de certains droits, certaines libertés, ce qui vous facilitera encore plus la faculté d'en parler le jour J. Le deuxième exercice que je préconise, qui m'apparaît très important, tellement important que j'en viens presque à harceler les étudiants que je suis chez Cap Barreau pour qu'ils le fassent chaque semaine, pour ne pas dire quotidiennement. En effet, chez Cap Barreau, je prépare les étudiants toute l'année au grand oral. Et bien sûr, dès le mois de janvier, pour ceux avec qui j'ai commencé à travailler en janvier, et dès maintenant, pour ceux avec qui je commence à travailler en cette fin d'année, je recommande de faire cet exercice du pour et contre. Pourquoi? Parce que cet exercice a, à mon sens, deux intérêts. Travailler la spontanéité et travailler votre capacité à argumenter en faveur d'une thèse avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise, parce que vous allez vous forcer à maîtriser le pour et le contre de chaque thèse. Si vous voulez qu'on s'exerce ensemble à cet exercice, on le fait régulièrement avec les étudiants de cette prépa, donc Cap Barreau. Vous pouvez toujours vous y inscrire sur le site de Cap Barreau et vous pouvez même bénéficier de 25% de réduction grâce à un code qui est RD-CB et l'année en cours, donc 24 pour cette année, 25 l'année prochaine, RD-CB24. Et grâce à ce code, vous aurez donc 25% de réduction pour qu'on puisse s'entraîner ensemble. Quelles sont les règles du pour et contre? Quelles sont les règles de ce jeu? Eh bien, c'est simple. Partez du principe que vous devez bloquer maximum 5 minutes. Bien sûr, vous pouvez aller au-delà pour ensuite vous corriger, faire des recherches. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez le faire en cuisinant. Vous pouvez le faire en débattant avec des amis à toute occasion, ce qui vient un petit peu rendre ludique, quelque part, la préparation du grand oral. Le pour et contre, c'est simplement l'exercice qui consiste à se poser une question. Par exemple, êtes-vous pour ou contre la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse? Êtes-vous pour ou contre l'abolition de la peine de mort? Êtes-vous pour ou contre le rétablissement de la peine de mort? Êtes-vous pour ou contre la suppression de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution? Et vous allez ensuite vous imposer des temps. Alors au début, ne vous imposez pas ça. Au début, soyez libre, le temps de maîtriser l'exercice. Mais à terme, dites-vous que vous allez d'abord vous imposer de recenser tous les arguments pour la thèse que vous aurez choisie pendant 1 minute 30, à l'écrit dans un premier temps, et quand vous serez à l'aise, vous ferez tout en improvisation. Et ensuite, pendant 1 minute 30, vous écrivez tous vos arguments contre. Et puis, pendant 1 minute 30, vous soutenez d'abord de toute votre force le pour, avant de soutenir de toute votre force le contre. Ça, c'est quand vous êtes tout seul. Le mieux, c'est quand vous travaillez en binôme. Quand vous travaillez en binôme, ce que je vous recommande, c'est de former un binôme un petit peu à l'avance. Votre binôme va préparer un sujet, par exemple la peine de mort, et vous allez préparer un sujet, par exemple l'interruption volontaire de grossesse. Le jour J, vous allez lui apprendre à votre binôme votre sujet, et inversement. Et vous allez débattre en toute improvisation. Bien sûr, parce que vous aurez préparé votre sujet, vous serez évidemment meilleur que votre binôme, ce qui vous permettra de venir le mettre en difficulté. Et inversement, il vous mettra en difficulté sur son sujet. Mais l'intérêt de cela, c'est que pendant le pour et contre, vous allez alterner les positions. C'est-à-dire que vous allez prendre la parole 2 fois chacun. Par exemple, si j'ai choisi le thème de la peine de mort, je vais commencer pendant 1 minute 30 à soutenir que je suis pour le rétablissement de la peine de mort. Mon camarade va me soutenir qu'il est contre l'abolition de la peine de mort. Et pour que je puisse me mettre en difficulté et pour que je puisse me former à la réfutation, à anticiper l'argumentation de l'autre pour savoir mieux la démonter, je vais moi-même changer de rôle et répondre en soutenant que cette fois-ci je suis contre le rétablissement de la peine de mort avant qu'il reprenne la parole et soutienne
que lui, cette fois-ci, est pour le rétablissement de la peine de mort. C'est très simple. Chacun soutient une position inverse à tour de rôle, ce qui fait que chacun pourra défendre le pour, chacun pourra défendre le contre, chacun pourra soutenir chacune des thèses et donc noter les arguments pour chacune des thèses et pouvoir, si jamais il est mis en difficulté le jour J, répondre en fonction des positions qui seront sollicitées par le jury. Et bien sûr, une fois que vous avez terminé l'exercice, accordez-vous peut-être 5 ou 10 minutes pour que chacun puisse faire un petit exposé à l'autre sur le thème qu'il aura préparé. Vous pouvez en fait faire un débrief. Vous dites, tiens, mon ami, sur cet argument, tu aurais pu développer comme ceci, comme cela. Ici, tu aurais pu dire ça. Vous le corrigez sur les erreurs qu'il a faites. Vous lui donnez les décisions que vous avez pu isoler et que lui n'a pas forcément à sa connaissance. Bref, vous faites une autocorrection ensemble et ça vous apprendra beaucoup à travailler la spontanéité. Moi, je vais essayer de le faire au maximum avec les étudiants que je suis. De votre côté, faites-le. D'ailleurs, en commentaire, ce que je vous propose pour voir si vous avez bien compris cet exercice, je vous propose d'écrire en commentaire 3 arguments pour, 3 arguments contre le sujet que vous choisirez. Donc en commentaire, vous m'écrivez le sujet que vous avez choisi, 3 arguments pour, 3 arguments contre. Peut-être que d'autres vont venir se joindre à vous pour jouer avec vous à ce jeu et que vous arriverez alors à développer des camarades de révision. Si jamais vous n'avez pas d'idée, voilà 5 sujets que je vous propose. 1. Le rétablissement de la peine de mort. 2. La suppression de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. 3. La fin de l'aide médicale d'État. 4. Le droit à l'euthanasie. Et enfin 5. Faut-il légaliser la gestation pour autrui? J'attends tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir encore plus de vidéos. On se parle très vite sur mes différents réseaux sociaux. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes révisions.